Madame la ministre, je vous remercie beaucoup. Vous avez déjà évoqué un certain nombre de questions que je voulais soulever, mais ce sera peut-être l'occasion d'aller plus en profondeur. La première question en fait qui m'est venue à l'esprit avant cette audition, j'allais dire, elle est à la fois très simple et très complexe. C'est effectivement quelle est notre vision de l'école inclusive, parce que j'ai l'impression que depuis un certain temps, justement, elle évolue dans le bon sens et je ne peux que m'en réjouir. Hier, le ministre, M. Blanquer, a parlé d'une révolution copernicienne et je crois que c'est effectivement ce qui est en train de se passer. Vous avez dit vous-même qu'on ne cherchait pas une intégration, mais une pleine scolarisation. Donc écoutez, je vous remercie. La deuxième question, c'est quelle est la place des parents? Là aussi, vous les avez beaucoup évoqués. Le constat que l'on fait tous, c'est que les parents sont en premier lieu confrontés à la difficulté du handicap, et ensuite à des portes qui sont déjà très dures à trouver, ensuite très dures à pousser, et puis ensuite, ces parents sont confrontés à des cases dans lesquelles on essaie de faire rentrer des numéros. Je rapporte vraiment la parole de parents qui m'ont même dit moi j'ai presque envie d'envoyer un PowerPoint à certaines MDPH pour voilà. Alors pourquoi ne pas leur faire confiance? Là encore, c'est un terme que vous avez employé, et je vous en remercie. Confiance dans ces parents qui en fait sont les premiers concernés. Ils inventent des structures, des parcours et des solutions voilà, qui sont évidemment bonnes pour leurs enfants, c'est eux qui le savent le mieux, même si ces solutions ne sont peut-être pas celles qu'on avait envisagées pour notre école inclusive. Une autre question, vous l'avez aussi évoqué, c'est comment on fait coopérer tous ces acteurs. Il y en a une multitude, que ce soit les collectivités, les différentes institutions, les associations, les familles, des grandes disparités en ce qui concerne les institutions, vous l'avez noté. Et comment on fait pour s'y retrouver? Donc non seulement pour mettre tous ces acteurs autour de la table, qu'ils coopèrent vraiment parce qu'on constate des dysfonctionnements, et comment, encore une fois, les parents s'y retrouvent. Et ma dernière question, c'est comment on soutient les établissements scolaires qui accueillent déjà des élèves en situation de handicap dans des situations qui fonctionnent. Je pense en particulier à 2 établissements sur ma circonscription, qu'il s'agisse du collège Élie Vignal ou de Neskens à Caluire. Des choses existent. Comment on fait pour les aider, pour leur faciliter la vie? Je vous remercie, Madame la Ministre. Pour répondre à Madame la députée sur la vision de l'école inclusive et la place des parents, je pense que la place des parents, elle est indéniablement au centre de toutes nos préoccupations. C'est bien pour ça que j'ai un projet de monter en appui des MDPH. Nous avons certes les associations qui siègent dans les MDPH, mais en appui, nous travaillons avec un groupe focus de parents experts et qui seraient très intéressés justement à pouvoir venir en accompagnement des parents qui sont un peu perdus dans toutes ces méandres. Nous avons vraiment une volonté de pouvoir faire ce réseau, valoriser ce réseau d'expertise parentale. Alors, elle se met en place de façon informelle, avec des groupes sur les réseaux sociaux, etc. Moi, je voudrais les valoriser, ces groupes experts. Donc, nous avons tout le groupe d'experts, le groupe Focus Parents qui a travaillé sur la concertation, que j'ai reçu encore récemment. Et il pourrait guider les autres parents en appui de la MDPH, en appui du plus près de la réponse de proximité. Par exemple, dans la maison hollandaise des personnes handicapées, les associations de parents tiennent une permanence ouverte. Quand j'étais en MDPH à Toulouse, ces parents experts, en fait, on a vu qu'ils étaient extrêmement isolés. Vous avez parlé d'isolement social, c'est indéniable. La MDPH de Toulouse va faire des groupes de parents experts en libre parole pour pouvoir justement qu'ils échangent toutes leurs bonnes adresses, toutes leurs bonnes... et qu'ils ne se sentent plus seuls. Il faut absolument que le parent d'un enfant handicapé redevienne un parent d'élève ou redevienne un parent et qui trouve en fait cet appui avec les pairs. Donc la directrice de la MDPH, puisque c'était là une permanence collective, ça a été très très riche en échanges, a dit mais je vais reproduire ça. Nous allons faire des groupes de parents experts qui vont pouvoir en même temps nous apporter aussi leur expertise sur les solutions qu'ils ont pu trouver, les échanges d'adresses, etc. Donc il faut de toute façon qu'on replace les parents experts. Comme vous dites très justement, pour beaucoup de leurs enfants, ils ne rentrent pas dans la bonne case. Lors de la maison de répit, nous avons vraiment vu ça de façon flagrante. Et là, c'est tout l'enjeu que nous avons dans la transformation des établissements médico-sociaux pour que justement on ait une palette de solutions, qu'on arrête d'avoir des agréments par type de handicap, parce qu'aujourd'hui, il y a une évolution et que les enfants ne correspondent plus forcément à des agréments qui ont été faits il y a 15 ans, il y a 20 ans. Pour autant, les associations gestionnaires ont trouvé d'autres aménagements. C'est aussi comme ça qu'on pourrait travailler avec des prestations qui ne sont pas aujourd'hui dans l'établissement, qui pourraient venir s'adjoindre. C'est pour ça que nous avons aussi lancé les PCPE, alors je sais jamais, les pôles de compétences, pôles externes et de prestations externalisées. Oui, ça c'est... Il
faudrait qu'on invente quand même des choses un peu plus simples, qui viennent s'adjoindre justement et offrir des solutions à ces parents-là. Donc, comme vous dites très justement, c'est souvent le militantisme des parents qui trouve des solutions, et donc il nous faut pouvoir les accompagner et les réassurer et prendre le relais financièrement. Donc ces PCPE sont une façon aussi. Moi, je rencontre beaucoup d'associations. Encore hier à Lyon, une association avec des éducateurs spécialisés sur l'autisme qui ne sont pas dans le médico-social, qui sont en association et qui s'épuisent là aujourd'hui pour trouver les financements. Donc il faut qu'on soit intelligent sur cette évolution multiforme, protéiforme que prend aujourd'hui les solutions possibles. Mais elles répondent vraiment à des besoins qui sont de plus en plus complexes, qui deviennent de plus en plus complexes parce que, justement, on veut ce droit commun accompagné et que donc ça réinterroge complètement les pratiques de travail. La coopération des acteurs et la disparité territoriale, c'est un vrai sujet. La coopération des acteurs, c'est le maître mot, c'est comment on fait travailler cet écosystème pour pas qu'il y ait de trous dans la raquette et qu'il n'y ait pas de superposition aussi de financement, parce que c'est aussi une réalité. Et des dispositifs comme Elivignal que je connais bien, oui, voilà, ce sont des établissements en fait qui ont été très innovants il y a longtemps, qui ont été expérimentaux il y a longtemps. Donc il faut pouvoir accompagner ces dispositifs. Ils font partie de toute cette richesse qu'on a en France sur nos territoires. Donc il faut absolument les accompagner. Vous avez parlé des enseignants référents et ça fait le lien avec les accompagnements parcours. Les enseignants référents de scolarisation de l'éducation nationale, ils ont une mission très précise. C'est vraiment, je dirais, un petit peu l'accompagnement du parcours scolaire. Il suit l'enfant dans sa progression, il suit la famille, il fait ce lien avec la MDPH et l'établissement scolaire. Tout à l'heure, je parlais de coordonnateur de parcours. C'était plus pour tous les parents qui sont sans solution aujourd'hui ou qui ont une notification d'établissement qui ne correspond pas au profil, à l'agrément. Et pour autant, il faut qu'on trouve des services qui puissent... C'était plus dans ce sens-là que je parlais du coordonnateur de parcours. L'enseignant référent de scolarisation, le référent de scolarisation éducation nationale, il a ses missions. Alors oui, certes, il a dans certains territoires une charge de dossier beaucoup trop importante. C'est pour ça que je crois aussi que si on fait monter en qualification ces PIAL ressources, avec cet appui du médico-social, on va pouvoir aussi alléger la charge des enseignants référents parce que cette culture handicap et ce processus d'accompagnement inclusif au sein de l'école et du collège et du lycée, on aura cette réponse de proximité.